L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Box, sport de combat du Café Crème Sport. Je suis ravi de vous retrouver pour qu'on fasse un nouveau sujet qui concerne le noble art. Et là, aujourd'hui, on va se focaliser sur le combat qui fait l'actualité en France. C'est évidemment ce combat franco-français qui nous attend entre Tony Yoka et Carlos Takam. Ce sera le 15 janvier à l'Accor Hotel Arena de Paris-Bercy. On va parler du combat d'une manière générale, ce que ça apporterait à Tony Yoka, ce que ça apporte à Carlos Takam, les enjeux en fait d'une manière générale, tout simplement. Et pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'être avec mon fidèle compagnon des sports de combat, c'est Lionel. Salut Lionel, comment vas-tu ? Ah bah ça va et toi Clément? Bah écoute, fidèle parce que quel plaisir toujours renouvelé de parler, que ce soit boxe ou MMA ensemble. Je suis bien d'accord, je plus sois, comme on dit, si j'ai envie de reprendre une expression qui est un petit peu plus vieille que moi, mais peu importe. On a donc un combat très intéressant qui nous attend, peut-être le combat le plus intéressant d'un point de vue médiatique et sportif pour Tony Yoka, même si on a souvent tendance, tu sais, à critiquer les adversaires de Tony Yoka. En tout cas, on a souvent entendu comme tel en disant il a combattu des no-name, il a combattu contre un duopa sur la fin de sa carrière. Il n'empêche que si on prend, moi, ces deux adversaires que j'ai en tête, c'est évidemment Christian Hammer, c'était à la fin de l'année 2020, et Peter Milas, son tout dernier combat, qui était intéressant, qu'il a remporté de fort belle manière d'ailleurs, on pourrait y revenir, mais on commence à glisser, je ne sais pas ce que tu en penses, mais vers des adversaires qui sont de plus en plus intéressants, qui n'ont pas réussi pour l'instant à mettre Tony Yoka en difficulté, mais le gap qu'il y a entre les tout premiers combats, ceux dont je viens de citer, et celui avec Carlos Takam, fait qu'on a pour le coup une vraie progression en fait dans le boxing career de notre cher Tony Yoka. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah bah complètement. Bah, de toute façon, on a eu la même réaction et la même réaction qu'un peu tout le monde, j'imagine. Quand le combat a été annoncé, on s'est dit enfin. Voilà, ça a été spontané. Enfin, alors comme tu viens de le dire fort justement, Milas, c'était déjà un step supplémentaire, je trouve. Mais là, Takam, c'est encore une marche au-dessus. Là, vraiment, comme tu dis, c'est médiatique et au niveau vraiment de l'opposition, là, on se dit, ça y est, là, ça commence vraiment à devenir de plus en plus intéressant. Et c'est quelque part, c'est le combat parfait pour Yoka, actuellement, je pense. C'est le combat qu'il fallait faire. Tony Yoka a déclaré à l'équipe que Carlos Takam, en l'occurrence, donc c'était le haut niveau mondial. Boxer Takam à Bercy, c'est excitant, c'est un gros cap pour moi. Je me dis que si tout se passe bien, ensuite, je peux légitimement affronter des mecs du top 10. Carlos, c'est une référence mondiale. C'est certain qu'il est plus sur la pente descendante qu'ascendante, mais depuis qu'il s'est exilé à Las Vegas, Carlos a remis un coup de boost à sa carrière. Donc j'englobe cette citation pour dire on a parfois critiqué, et nous-mêmes, hein, je persiste là-dessus, certains propos de Tony Yoka qu'on trouvait hors propos, un peu malvenus, un peu télescopés, etc. Là, on a du respect de la part de Tony Yoka, et comment pourrait-il en être autrement avec Carlos Takam quand même, mais toujours est-il qu'il a joué le jeu du respect, qu'il a joué le jeu de toute la considération envers un boxeur qui on va y revenir, a quand même prouvé pas mal de choses. On a l'impression que même aussi dans le traitement de ce combat-là, il est sur la bonne pente aussi, si on peut dire. Oui, absolument. Mais on a l'impression qu'il a quelque peu changé depuis quelque temps. Je ne sais pas si c'est aussi ton impression vis-à-vis de ça, mais les gens... Il est lui-même, en fait, voilà, mais enfin, sans le connaître. Hein. Il y a beaucoup de haters de Yoka depuis qu'il a débuté. Et alors, ces fans disent, oui, ça c'est très franco-français comme comportement de critiquer un boxeur qui vient de chez nous. Il y a de ça, très certainement, il y a de la jalousie, mais une partie néanmoins de ces haters, ou en tout cas sans tomber dans le hating, mais de ces critiques, pouvait également être compréhensible parce que, comme tu viens de le dire, il a eu quelquefois des déclarations, un comportement un peu arrogant qui pouvait déplaire. Voilà. Donc, disons qu'il était
en partie responsable d'une certaine façon de ce qu'on pouvait penser ou de ce qu'on a pu dire sur lui. Et j'ai l'impression que depuis quelque temps, peut-être depuis sa suspension d'il y a 1 an ou 2, j'ai l'impression qu'il est un peu redescendu. Voilà, il est effectivement, comme tu dis, plus respectueux, il est peut-être plus mature, tout simplement, au fur et à mesure qu'il avance. J'ai l'impression aussi que tout l'entourage qu'il y avait autour de lui, tout le délire médiatico qui pouvait être un peu exagéré, cette histoire de conquête initiée par Canal+, ça lui a pas fait de bien. Voilà. Et Ouais. du coup, là, tout simplement, il redevient ce qu'il est, un boxeur très prometteur, à l'immense potentiel, mais qui fait ses gammes, tout simplement. Et lui, que ça vienne de lui ou qu'on lui ait demandé de communiquer en ce sens, du coup, c'est plus cohérent. Voilà. Et effectivement, ce qu'il dit de Takam, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien, tout simplement. Ouais. Et surtout que c'est vrai. C'est vrai, parce qu'effectivement, il n'en fait pas trop non plus, parce que comme il dit, Takam, il est sur la Ouais, pente c'est pas abusif, descendante. t'as raison. Voilà, c'est ça, il ne faut pas se cacher, il a 40 ans, il est sur la pente descendante, hein. Mais en même temps, il ne le prend pas par-dessus la jambe, il ne le sous-estime pas, ce qui serait une grave erreur. Et effectivement, il a raison. Alors, quand il dit qu'il pourra prendre un top 10 après, c'est peut-être, nous nous emballons peut-être pas trop, mais en tout cas, clairement, si Batakam et plus encore avec la manière, là, il va commencer à rentrer dans la conversation vraiment intéressante. Ouais, et je pense même que tu vois, il peut aller gratter un top 10 en fonction de comment se déroule le combat, parce que si on veut parler de Carlos Takam, c'est un combattant qui n'a perdu que contre des boxeurs connus à l'international, Derek Chisora, Anthony Joshua, Joe Joyce, même si faudra revenir sur Joe Joyce, hein, parce que c'est quand même l'arrêt de l'arbitre est quand même sacrément discutable. Joseph Parker, tu vas jusqu'à la décision contre Joseph Parker et tu perds contre Alexander Povetkin qui on a souvent dit, voilà, Povetkin est un peu sur la fin, etc., même s'il a toujours le knockout power. Mais là, il a combattu Povetkin en 2014, donc il était encore dans une très très bonne forme. Il n'a perdu donc que contre de l'élite, à part un accident contre Tony Gregory, c'était un petit peu plus tôt dans sa carrière. Mais Carlos Takam, il a quand même énormément d'expérience. Encore une légitimité sportive, puisque tu as vu comme moi le combat contre Joe Joyce, on pourra en parler, ce qui nous fait un bon point de passage avant ce combat face à Tony Yoka. Il a une légitimité sportive encore, même s'il a 40 ans. Parler de déclin, c'est évident, même si moi j'ai pas vu, je ne vois pas un Carlos Takam hors course non plus. C'est pour ça, on va y revenir aussi sur le fight à venir. Mais Carlos Takam, c'est quand même quelqu'un qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Je l'ai vu par exemple dans certains commentaires sous des publications, notamment celles de l'équipe ou sur certains commentaires sur les réseaux sociaux. Encore un no-name, encore un combattant rincé, un combattant de forme, etc. Moi, à titre personnel, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, mais là, clairement, sans faire le mec, sans faire le connaisseur hautain ou quoi, mais ce sont des gens qui soit ne connaissent pas, ils savent pas ce dont ils parlent, tout simplement. Voilà, ils connaissent pas la boxe, hein, parce que traiter Takam comme ça veut juste rien dire. Soit ce sont les fameux haters de Yoka. Tu lui mettrais Joshua en face, il trouverait à redire en disant qu'il est has-been. Donc, bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Après, pour revenir sur le parcours de Takam, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais en même temps, j'ai envie de dire que effectivement, il n'a perdu que contre des grands noms. Les noms que tu as cités, la liste est vraiment suffisamment éloquente. Oui, mais c'est clair. D'un autre côté, quelque part, ça montre aussi ses limites. Et c'est ce pourquoi je trouve c'est un bon choix de la part de Yoka de le prendre, parce que ça fait vraiment le step supplémentaire, mais sans voir trop haut non plus. Dans la mesure où Takam, donc il est une 23e dans le classement mondial, et je trouve, alors c'est peut-être un poil dur, mais en même temps, c'est bien sa place. C'est-à-dire vraiment un excellent combattant, parmi les tout meilleurs. Il a sa place dans l'élite, mais dès que tu lui mets en face quelqu'un qui est vraiment dans un top 10, il cale. Voilà, il cale. Et du coup, quelque part, c'est le test parfait pour quelqu'un comme Yoka qui vise la ceinture, qui vise le sommet, c'est-à-dire
quelqu'un comme Takam, il faut le passer. Si tu ne peux pas le passer, bah, tu n'as pas ta place parmi les nuages. Mais si tu le passes, bah, il faut le passer. Voilà, c'est un vrai test. C'est le test parfait. Parfait. On peut dire et que, en plus, même si c'est un peu péjoratif, on peut dire que c'est le gatekeeper de luxe. Allez, oui, c'est le exactement. luxe, j'ai envie de le mettre même. Exactement. Ah ouais, mais absolument. Absolument. Tu vois, et là, tu parlais de son combat contre Joe Joyce, dans lequel, effectivement, l'arrêt, bah, on l'avait vu en direct, oui, on avait été frustré sur le coup, même si après, en revoyant, c'est pas non plus le scandale du siècle, mais tout Non, en c'est pas le étant, scandale du siècle. voilà, mais tout en étant un peu prématuré. Et j'ai envie de dire, moi, ce combat, j'ai l'impression que ça a surtout montré un petit peu les possibles limites de Joe Joyce. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, complètement. Ouais. Voilà, Complètement, voilà. parce que, alors, je vais vérifier en même temps, mais il me semble que l'arrêt de l'arbitre est à la 6e reprise. Oui, c'était la Je sixième, vais ouais. vérifier. Oh, Je vais oui, de mémoire, vérifier, c'était mais la sixième. jusqu'à la 6e reprise, ouais, c'est ça, c'est 6e reprise. Mon souvenir était le bon. Les 5 premières reprises sont du même niveau, grosso modo. On voit que l'allonge et la main forte, la main gauche, le bras avant gauche de Takam pose des problèmes, mais sur les déplacements, il est là. Sur la défense du buste, il est là. Il arrive même à avoir quelques ouvertures. Il touche Joe Joyce. Et c'est sur une accélération où il a un peu pris de vitesse au tout début de la 6e reprise. De toute façon, en boxe, quand tu es pris en tout début de reprise, tu vas vivre 3 minutes en eau profonde et Takam n'a pas survécu. C'est en ça que je trouve que l'arrêt de l'arbitre, c'est vraiment prématuré. Carlos Takam aurait peut-être dû avoir la lucidité de mettre un genou à terre pour avoir un décompte, quitte à perdre le round, mais au moins tu te remets un peu les idées au clair avant de repartir. Donc peut-être que voilà, il y a eu cette erreur de Carlos à ce niveau-là, mais il a 5 rounds où il est au niveau pas forcément de Joe Joyce, mais il est au niveau de l'événement, tu vois. Et donc, pour moi, on voit les limites de Joe Joyce, qui a encore beaucoup de travail. Mais aussi, moi, j'ai vu un Carlos Takam sur 5 rounds qui a le niveau encore, quoi, tout simplement. Et le combat, c'était c'était cette année. C'était au mois de juillet. Donc, tu De vois, juillet, ça ah c'est ouais, loin. absolument. Concernant l'arrêt un peu rapide, il ne faut pas oublier que Joe Joyce est anglais et que le combat était en Angleterre. Et que que ce soit les décisions des juges ou parfois les comportements des arbitres, en Angleterre, quand ça implique un Anglais, c'est notoirement connu que c'est pas Ouais, bah, bien forcément sûr. très partial. Et là, effectivement, voilà, c'est Usyk a battu Joshua. Usyk a le battu sens. Joshua à Tottenham. Oui, c'est Allez, dire ouais. la C'est dire la performance qu'il a perfidie. fait. C'est exactement, C'est clair. exactement. Parce que c'est vrai qu'en fait, ça met le doigt. Cet arrêt de Takam, il avait été rapide, c'est ça. On a l'impression que l'arbitre a été prompt à l'arrêter. Il lui a pas laissé de deuxième chance. Tout de suite, c'est l'arrêt. Et du coup, ça laisse un petit goût d'inachevé. Et Takam avait fait jeu égal, mais quelque part, j'espère de Yoka qui va montrer justement ce qui, par boxeur interposé, le sépare de Joyce. Voilà, parce que Joyce, il a beaucoup parlé, il a un tel entourage que quelque part, on peut penser que paradoxalement, il est un peu en avance sur Yoka dans sa carrière. Et du coup, il faudrait que Yoka vraiment marque un statement pour montrer qu'il est là. Parce qu'en fait, quand le combat avait été annoncé, on s'est dit tous enfin, mais on s'est également dit il était temps. Il était temps. L'une des premières choses que tu m'as dit quand on en discutait, c'était combat parfait, mais qui aurait peut-être dû arriver il y a 1 an ou 2. Voilà, parce que Yoka, il monte ou quoi, mais c'est vrai qu'on peut avoir l'impression, et c'est ce que lui reprochent certains, il est un peu en retard dans sa carrière. Il a été, même Ouais. s'il y a eu le Covid, même s'il y a eu sa suspension, mais c'est vrai que sans tomber dans le cliché du il combat que des no-name, il en a peut-être combattu un petit peu trop, pendant un petit peu trop longtemps. Voilà. Donc là, Alors, c'est pour il ça y a qu'il est, ça, ouais. Ouais. voilà, il est vraiment temps qu'il passe à la vitesse supérieure. Il est temps, en effet. Alors, pour essayer de remettre un minimum de fait, tout simplement, il y a eu sa suspension, évidemment. Il y a eu aussi la pandémie qui plaît dans sa Absolument. faveur. Oui. Si on lui dit, j'ai pas pu faire trop autrement non plus. Il y a aussi les indisponibilités de certains, etc. Mais oui, non. Disons que moi, j'ai plus tendance,
peut-être que c'est là qu'on va être un peu dans la différence, toi et moi, c'est que moi, je pense quand même que c'est un bon moment pour combattre Takam, même si c'est pas le moment parfait, mais c'est pas non plus un Takam à 43 ans que tu combats. Donc, tu vois, en fait, j'essaye de mettre un peu de mesure et je me dis, par rapport à ce qu'on a eu comme élément, je suis quand même content que Takam ait combattu Joe Joyce avant d'avoir combattu Yoka, si tu veux. Ça donnera de bons éléments, Oui, tu en as parlé. Mais par exemple, pour mettre une grande différence, je trouve en tout cas, entre Joe Joyce et Tony Yoka, c'est que Joe Joyce est lent sur ses déplacements. C'est vraiment de l'avant-arrière du déplacement lent, etc. Il a un bras avant qui va te permettre de faire un verrouillage et après il envoie une droite. C'est moins, voilà, c'est le knockout power, mais moi je trouve que c'est pas de la, bah, voilà, c'est comme on a dit, mais je trouve que c'est pas de la très belle boxe. J'aime pas beaucoup sa garde, j'aime pas beaucoup son déplacement, j'aime pas beaucoup son body language, etc. J'aime pas beaucoup sa boxe. Tony Oka, on l'a vu contre Petar Milas, par exemple, a énormément travaillé sur son crochet du bras avant. Je ne sais pas si tu t'en as rendu compte. On l'avait vu aussi, je crois que c'était contre Djeko, le combat d'avant. Mais il a beaucoup travaillé sur son bras avant. Et moi, ça m'intéresse beaucoup puisque, je dis une bêtise, pour Joe Joyce, c'est l'inverse, pardon. Il est gaucher. Voilà, je corrige juste ça. Donc, c'est bras avant, bras droit en avant, tant pour moi. J'ai fait l'erreur jusqu'à présent alors que je le voyais comme ça en plus dans ma tête. Tony Oka, il a beaucoup progressé, comme je disais, sur son crochet du bras avant, ce qui lui donne un avantage de poids pour justement arriver en contre sur des enchaînements à placer un direct du bras arrière, qui est aussi, comme 99,9% des poids lourds, leur grande force. Donc, je trouve que c'est intéressant dans la perspective de combattre un Takam qui sait bien se déplacer avec son buste, mais qui va fatiguer aussi au fil du round. Tu vois, d'avoir cette arme en plus qui va lui permettre d'être tout simplement plus complet que Joe Joyce, par exemple, mais d'être plus compétent pour aller surprendre, tu vois, Takam. Et dans la catégorie des lourds, je trouve que ça a tout son intérêt. Je sais pas ce que tu en penses. Ah, mais de toute façon, je trouve que face à Milas, on a vraiment vu une évolution. Vraiment, Ah ouais. on a senti qu'il Ah ouais. avait travaillé. Voilà, vraiment par rapport à ses combats précédents. Parce que même Djeko, c'est un ancien cruiserweight, sauf erreur. Donc, il y avait quand même une différence physique flagrante et le challenge était moins relevé. Mais vraiment, face à Milas, qui a une bonne technique, là, j'ai vraiment, pour la première fois, je ne sais pas comment dire, j'ai vu, non pas que je doutais de lui avant, mais je n'avais pas vraiment été impressionné, on va dire, Ouais. surtout vu le niveau de son adversité. Mais là, face à Milas, là, pour la première fois, je me suis dit, ah oui, ok, d'accord, là, il y a vraiment quelque chose, on a senti que justement, ben, ça fait partie de tout le reste. J'ai l'impression qu'il a moins parlé et qu'il s'est plus entraîné. Voilà, que enfin, il a commencé à vraiment hausser le niveau. Et ça faisant il a un physique très intéressant, Yoka, en plus. Il est grand, il est à la fois balèze, mais en même temps relativement longiligne. Il a une très bonne allonge, il a un bon footwork, comme tu dis, il a de bons déplacements, il a une bonne défense, il ne se jette pas. Et face à Takam, ça va être très important parce que Takam, quelque part, c'est un peu l'inverse d'un point de vue physique déjà. Il n'est pas très grand, il est très ramassé. Il fait 1m85, je crois. 1m84 ou 87, je ne sais plus. Hein. Donc, c'est quasiment 15 cm de moins qu'Yoka déjà. Ah ouais, mais c'est un peu un boxeur à l'ancienne, entre guillemets, quoi. Il a le physique. C'est grave. Il y a quelques lourds qu'on voyait dans les années 80-90, les Bert Cooper, les machins. C'était des tanks, les mecs. Il combat un peu, il est agressif, il se jette. Donc, ce qui le rend très dangereux. Mais je pense que Yoka a la technique suffisante, la maturité suffisante désormais pour ne pas tomber dans le piège. À tel point que plus ça va, bon après voilà, on change selon les jours ou quoi, mais quand le combat était annoncé, je me suis dit wow, c'est relevé pas loin du 50-50 en exagérant, puis en fait en réfléchissant au fur et à mesure que ça se fait, plus ça va, plus je vois Yoka l'emporter de plus en plus aisément quelque part, sans manquer de respect à Takam, hein. Mais je pense que juste il est trop fort, il est trop fort et je pense que par rapport à Milas, il va encore monter d'un cran. Je sais pas comment Est-ce qu'on peut dire que c'est la première fois que Yoka, s'il ne se prépare pas à la hauteur de l'événement, il peut perdre en revanche? C'est-à-dire qu'il a un delta, mais quand même, il y a quand même un risque, quoi. Ah, mais complètement. Comme tu as dit, Takam, c'est le gatekeeper de luxe quelque part. Voilà, c'est un peu péjoratif, effectivement, mais c'est le gars. J'aime pas trop le dire comme ça, ouais. Ouais, mais
c'est pas complètement faux non plus. Voilà, mais enfin oui, c'est compliqué, mais c'est le genre de type. Si tu fais l'erreur de le prendre, de le sous-estimer, de pas le prendre au sérieux ou de pas suffisamment t'entraîner, la sanction est immédiate, immédiate. Et j'ai l'impression que désormais Yoka est dans un état d'esprit qui fait que il ne le sous-estimera pas. Pardon. Mais effectivement, comme tu dis, l'erreur n'est pas permise. Je pense qu'il a conscience que le train passera peut-être pas 2 fois et que ce serait dommage d'arriver 3 minutes avant le départ du train. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Faut Complètement, parce que arriver à l'heure et et- partout en fait. Il faut que les points de et- passage soient les bons. exactement, parce que mine de rien, il va avoir 30 ans l'année qui vient, Alors, t'entends. mine de rien. Donc, c'est pas vieux, surtout pour les poids lourds qui sont des boxeurs à maturité tardive, mais il a quand même bientôt 30 ans, mine de rien. Donc, comme tu dis, là, il faut plus trop perdre de temps et il faut surtout ne pas faire pas faire le mauvais combat, pas rater la marche, toi. Donc, voilà, surtout que face à Takam, s'il perdait face à Takam, ce serait quand même un poil embêtant parce que c'est pas Usyk, c'est pas Joshua, c'est même pas Ah Wilder. ouais, non mais Donc, moi, personnellement, je trouve que c'est très embêtant s'il perd contre Takam. Parce que comme je le disais tout à l'heure, il n'a perdu que 6 fois et il a perdu 5 fois, à part donc un accident dont j'ai parlé tout à l'heure, il a perdu 5 fois contre, si j'englobe le top 10 en tant qu'élite, il a perdu que contre l'élite. Donc si à un moment donné, Yoka qui rate ce point de passage-là, ça veut dire qu'il va vraiment falloir qu'il galère pour avoir le statut d'élite. Donc là, moi, pour le coup, c'est pour ça que je dis que l'erreur, elle est, la marge d'erreur pour l'éventuelle défaite, elle est hyper réduite. Il est obligé de gagner. Et j'ai presque envie de te dire, il est obligé de gagner par KO, tu vois. oui, ou bien après une démonstration. Voilà. Après 10 rounds où vraiment il a maîtrisé Takam sur tous les plans. Technique, puissance, tout. Voilà, il s'est joué de lui, tout à fait. Mais quelque part, du coup, ça fait, encore une fois, malgré le côté péjoratif de la formule, ça fait de Takam le parfait gatekeeper, justement. C'est celui que tu dois passer si tu veux prétendre aux plus hautes places. Voilà. Et quelque part, Yoka, il veut être champion, il n'en fait pas mystère, donc il est obligé de passer par ce genre de boxeur. Voilà, effectivement. Là, il va falloir y aller, quoi. Donc, quelque part, voilà, ça commence. Alors, tu dis effectivement, il prend Takam quand il n'est pas encore trop vieux, ça va, il est encore dans une bonne dynamique. Moi, ce que j'aimerais en fait après, c'est que il se serve de cette dynamique et qu'on ne soit pas obligé de l'attendre encore 6 mois ou 1 an pour combattre encore. Voilà, moi c'est ça. Moi Alors, j'aimerais. justement, j'y viens parce que c'est tout à fait ce que j'avais en tête dans la foulée. J'étais en train de regarder encore en même temps, en fait, si tu veux, la concurrence, en fait. J'étais en train de regarder un peu les ratings et puis les combattants que j'ai en tête. Chez les lourds, il y a évidemment le top 10 qu'on connaît par cœur. On en a déjà parlé et on pourra en reparler éventuellement. Mais il y a aussi pas mal de combattants qui sont dans un niveau intermédiaire et qui peuvent passer la porte. Notamment, j'ai des combattants invaincus. On avait parlé, tu sais, d'Otto Wallin, qui pouvait Absolument. combattre contre Dillian White. Otto Wallin alors, il a perdu un combat, mais il est quand même en 22 victoires et une défaite. Donc, c'est quand même un boxeur qui a ses références. On a Joe Joyce, évidemment. Moi, c'est un petit peu. Moi, j'ai envie de te dire, plutôt que de lister des combattants, moi, ce que j'aimerais, là, ce serait donc que Tony l'emporte face à Carlos Takam. Et en fonction de la réussite de Tony dans le ring, sur le ring, j'allais dire dans l'octogone, tu vois, sur le ring, si c'est convaincant à 90%, je sais pas, prends un Frank Sanchez, prends un Otto Wallin, tu vois, ou un Dominique Breazeale, qui est un peu sur la fin, mais qui qui t'apportera de la lumière venue des États-Unis, tu vois, qui a aussi de l'expérience, qui a combattu contre Wilder 2 fois, etc., etc. Mais si tu combats et que tu es convaincant à 100% sur le ring, vas-y, va sur Joe Joyce direct. Le mec t'attend. Donc vas-y, fais un combat entre invaincus, entre Européens, et fais la revanche de 2016. Et cette fois-ci, Joe Joyce, tu le terrasses, quoi.
Absolument. Mais à la limite, j'ai envie de te Moi, dire, voilà. je comprends pas pourquoi ce combat n'est pas encore arrivé même contre Joyce à la limite. Je sais pas s'ils s'évitent, s'ils sont conscients du danger, parce que celui qui perd, effectivement, il va se retrouver dans une position un peu délicate. Wallin, il me semble un peu trop haut pour l'instant. C'est-à-dire, pas tant Ouais, en je termes comprends. de Ouais. talent forcément, mais qu'en termes d'exposition médiatique. Voilà, je pense que Wallin n'a rien à y gagner pour l'instant et on peut le Oui, comprendre. c'est clair. Voilà. Mais effectivement, si Batakam, et surtout avec la manière, ben après, c'est un peu. Alors là, je vais faire un parallèle qui est vraiment très hasardeux, mais on a parlé de Chimaev il n'y a pas longtemps, qui vient juste de rentrer dans les rankings, mais qui a fait une telle démonstration qu'on va lui donner un top 5, très certainement. Sur le papier, ça peut faire tiquer, mais quand tu vois la manière dont il performe dans la cage, il n'y a pas scandale. Donc, pourquoi pas Yoka, si jamais il arrive à faire une démonstration, qu'il arrive effectivement à taper un top 10, comme lui le veut. Après, moi, il y a une chose dont je me demande, c'est que j'ai senti parfois une dichotomie entre ce que lui voulait, et je me demande si du coup, Et ce vu qu'il a les eu. adversaires oui, et les adversaires qu'on lui donne, son entourage n'est pas un peu presque frileux, j'ai envie de te dire, Ouais. tu vois. Alors, est-ce que ça fait pas partie aussi de l'opération promotionnelle montée par Canal+, dont on parlait tout à l'heure, qui, moi, je pense, lui a fait plus de mal que de bien, parce que ce côté, C'est pas cette le premier. non, bien sûr, mais cette surexposition médiatique, ce qui peut se comprendre, champion olympique, avec tout ce que ça englobe, il n'y a aucun problème. Mais au final, je ne suis pas certain que ça lui ait fait tant de bien que ça. Moi, j'aurais préféré qu'on le laisse grandir, ses premiers combats, qu'on lui laisse faire tranquillement son chemin, voilà, qu'il puisse monter sans pression. Bon, C'est après, difficile avec le titre olympique. Hein. C'est c'est difficile avec très le titre compliqué. Non, 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 bien sûr, olympique. c'est très compliqué. On l'a vu avec Asloum, souviens-toi, on l'a vu avec Asloum. Moi, je me rappelle de son championnat de France contre Jérôme Rodriguez, je crois, et il gagne seulement par décision alors que c'est un plume et il se fait huer par toute la salle, etc. Donc, on y viendra un Oui, jour parce qu'il faut qu'on ait cette discussion un jour en podcast ou en vidéo, oui, mais voilà. Oui, oui, absolument. Parce que Asloum, faudrait faire c'était. le parallèle. Oui, non, non, non. Parallèle qui est très pertinent, tu as raison, si ce n'est que le bémol que je mettrais, c'est que Asloum, le souci, c'est que entre son titre olympique, sa carrière amateur et le boxeur qu'il est devenu en pro, il a changé. Il a changé, c'était plus le même boxeur. Et beaucoup disent que sous la tutelle de Louis Acariès, il a modifié sa boxe et il s'est mis à boxer contre nature. Et du coup, c'est ce La qu'il même a dite, fait. il serait devenu un boxeur dit économique. Voilà, exactement. Bah, beaucoup de gens disent que Acariès l'a fait boxer comme lui-même Acariès boxait. Alors que Asloum, c'est pas du tout le style de Acariès, c'était pas la même chose. Et du coup, Asloum s'est un peu étouffé, il s'est un peu oublié et il ne s'est à moitié pas épanoui quelque part. Et c'est aussi ce que les gens lui ont un petit peu reproché, serait-ce inconsciemment. Alors que Yuka, j'ai l'impression qu'il fait sa boxe. Il fait sa boxe, il s'est peut-être pas encore complètement libéré, mais il faudrait que son entourage le laisse se libérer justement. Il faudrait que, et c'est pour ça que, reprenant ce que je disais tout à l'heure, je trouve que même si le fait d'affronter de ce qu'on appelle péjorativement des no-names en début de carrière, c'est tout à fait normal, tu fais tes gammes, Bien mais sûr. peut-être que cette période a duré un poil trop longtemps. Voilà, un tout petit peu trop longtemps. Voilà. Et c'est ça qui a pu Oui, tirer chagriner. deux combats, quoi. Ouais, ah voilà, absolument, absolument. Donc là, c'est pour ça, me répétant, là voilà, il passe un step, Takam, c'est un nom. Ce que j'aimerais après, surtout s'il le bat avec la manière, c'est que il en profite il enclenche la troisième et après c'est parti. Ok, ok, ok. Est-ce qu'on peut aller sur un coup bas de poulet au maximum? Si jamais c'est convaincant. Est-ce que pour le coup bas de poulet, c'est pas un peu trop tôt, trop vite, tu vois? Et si- Que Après, Poulet, moi, il part que contre Klitschko et Poulet ne perd que contre Klitschko et Joshua, hein, quand même. Là, oui, encore une oui, fois, te fait absolument. passer deux gammes de plus, quoi.
Complètement, complètement. Ah, mais ce serait passionnant. Mais moi, j'ai envie de te dire comme ça. Mais bon, c'est peut-être, je suis peut-être pas objectif, mais moi, je le verrais passer Poulev. Enfin, pour moi, il Ah a ouais. les armes. Il a les armes, vraiment. Voilà. Donc après, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, je suis d'accord, mais parce que Poulev a une défense très particulière. Lui, a toujours pris beaucoup de coups. Poulev, mais ouais, peut-être qu'avec sa garde, je sais pas, moi, Ah, mais enfin, de mon œil Poulev, extérieur, je trouve que c'est pas si, enfin, je vais pas jusqu'à dire que c'est pas difficile de battre Poulev, attention, hein, mais que comment dire, la grille de lecture du combattant Poulev quand on est coach est pas si difficile à analyser, si tu veux. Tu seras pas ouais, très surpris si oui, tu tapes tout Poulev. à fait. Mais je pense que c'est pas. Je pense que Poulev, ça fait partie de ces combattants. C'est pas difficile à analyser sur le papier. Mais quand tu te retrouves face à lui, ça doit être beaucoup moins, beaucoup moins Le mec, aisé. Ah ouais, le mec a un menton, il et a des ouais, joues, il a une tempe, mais exactement. il Puis a une c'est défense de merde, mais il te bat ouais, quand même au point parce qu'en en fait, c'est ça, ouais. il fait gagner des rounds, quoi. C'est le ferrailleur, c'est le mec qui lâche pas, il est pas beau à voir boxer, mais ça doit La être. garde comme ça, Ah ouais, c'est des emmerdeurs, quoi. C'est des bâtons merdeux, quoi. Tu sais pas c'est comment clair. t'en dépêtrer. C'est le genre de combattant, de boxeur qui fait. Il a pas forcément une belle boxe, mais il fait mal boxer les autres, quoi. Donc du coup, mais pour rejoindre ce que tu disais par rapport à Taka, ça fait aussi partie de ces combattants qu'il faut battre. Il faut les Ah battre. ouais, Il j'y faut, venais en fait, j'y pensais il parce que. Vas-y, je t'en prie. Non, 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 mais c'est ça, non, non, je terminais juste, c'est parce que tu peux pas, t'as pas forcément toujours des Uzi Joshua, des fois tu as Ouais. juste des emmerdeurs face à toi, quoi, et le poulet, il faut le battre, hein. Moi, je vais juste de nouveau faire un parallèle qui remonte, mais Tyson, quand il montait, même une fois devenu champion du monde, ou juste avant, il touchait que les mecs au premier round ou quoi. Et sur ce, il s'est mis à rencontrer des James Bonecrusher-Smith, des James Tillis, des trucs, des gars qui n'avaient battu que au point. Et ça lui était jamais Ouais. arrivé avant. Et du coup, tout le monde disait, ah, Tyson, déjà le déclin à 20 ans. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que les mecs, c'était des emmerdeurs. C'était des gens dont, à part vraiment les connaisseurs, personne ne se souvient parce que c'était pas des beaux boxeurs, mais par contre, c'était des boxeurs, quand tu regardes leur carrière, ils ont très peu de défaites parce Ouais. que ils sont très, très difficiles à boxer, tout simplement. Tout simplement. Et quelque part, c'est important aussi d'affronter des gars comme ça, pardon, parce que bah, tu es obligé de faire autre chose. D'avoir d'autres armes à ton arsenal bah, qui sont indispensables aussi. Donc, de toute façon, après, moi, je fais partie de ceux, enfin, comme toi, je pense, Titi. Moi, je me dis, de toute façon, tu veux être champion du monde, potentiellement, tu dois affronter tout le monde. Ah ouais. Voilà. Ouais, Donc, après, ce que je me dis, c'est que, tu vois, j'essaye de voir deux scénarios pour la suite de carrière de Tony Yoka. Évidemment, on parle de ça, tout ça est conditionné à une victoire contre Carlos Takam. Mais comme on en a parlé pendant plus de 20 minutes, je pense que vous avez compris que ce qu'on pensait de cette preview. Moi, je vois deux scénarios. Soit tu combats en fonction de la réussite du combat, évidemment, tu combats Joe Joyce directement, tu mets les pieds dans le plat, tu te dis, bon, je me rapproche de mon prime, c'est le moment de m'entraîner comme jamais pour montrer au monde entier et à l'Europe entière, notamment parce que ça compte, que Joe Joyce 2016, c'est pas usurpé, que j'ai mérité ma victoire et que cette fois-ci, je vais le battre d'une manière encore plus indiscutable. Ou alors, je vois un deuxième genre de combat où là, on continue de progresser, mais cette fois-ci, on reste dans le top 20 et on n'y bougera plus jamais. Tu combats un Brésil, par exemple. Ensuite, tu combats Otto Wallis s'il perd contre Dillian White. Ou alors, tu combats, je sais pas moi, tu combats, je sais même pas, un Frank Sanchez, par exemple, pour faire un duel d'invaincu. Et ensuite, tu passes Poulev. Tu vois, soit tu passes un combat et ensuite tu t'ouvres les portes du top 10 directement, soit tu fais des points de passage avec des boxeurs qui ont déjà prouvé et qui ont de l'expérience. Dominique Breazeale, j'en ai déjà parlé, il a combattu 2 fois contre Deontay Wilder. Il t'apportera de l'exposition aux États-Unis, ce qui est primordial, et je ne saurais pas abuser plus pour ta carrière de boxeur.
faire un point de passage pour une ceinture, tu sais, une ceinture intérimaire. Tu sais, il y a tellement de ceintures en boxe que tu peux inventer des championnats pour un peu n'importe quoi. Intercontinental, je sais pas trop quoi, machin. Et ensuite, donc, tu passes Poulev. Et ensuite, tu arrives à Joseph Parker, à Dillian White, à Derek Chisora. Parce que Derek Chisora, ça va être pareil. Hein. Je parle de Poulev, mais ça peut très bien être Derek Chisora. Donc voilà, soit en fait tu prends la voie rapide, soit tu prends la voie un peu plus escarpée, peut-être un peu plus difficile, mais qui t'apportera plus de garanties, parce que si tu perds après ces 3 combattants-là, tu peux quand même rester dans la considération, dans la discussion. Tu vois. Oui, absolument. Bah, j'ai envie de te dire, les deux, en fait, les deux ont leurs défauts, les deux ont leurs qualités. Moi, je t'avoue que un Yoka Joyce, ça me ferait frissonner, Ça me vraiment. fait Hein, envie. parce que, ah ouais, avec tout ce que ça implique, tout le passif, leur style respectif, l'animosité qu'il y aurait forcément. Il y a des chances, si jamais ça se faisait, que ce soit en Angleterre en plus, donc il y aurait le challenge d'aller le boxer là-bas. Ah, ça, j'avoue, moi, tu me donnes le choix, j'irais plutôt vers cette voie-là. Voilà. Après, Ok. l'autre, ce serait plus. L'autre me semblerait quand même compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Et ça Ouais. voudrait dire encore peut-être plus valeureux, je sais pas, mais ça voudrait dire encore minimum 2 ans avant d'arriver à une éventuelle chance au titre. À C'est 32 ans, ça me dérange pas, moi. 32 ans, oui, c'est pas mal en soi, hein, pour arriver à. Tu vois, il serait proche de son prime. Moi, je vais être honnête avec toi, je préfère presque en fait cette solution. mm, Tu passes Brésil, parce que je pense qu'il a largement l'arsenal pour passer Brésil. Tu passes, d'ailleurs, après Brésil, tu peux enchaîner avec Joe Joyce. Hein. C'est pas du tout oui, impossible. Hein. Donc, oui. tu n'es même pas obligé de passer par. Éventuellement, tu peux passer par Daniel Dubois, tu vois, si tu as envie d'avoir un point de passage avec un Anglais qui a perdu contre Joe Joyce, c'est pour te faire un deuxième comparatif après Takam sur un adversaire qui a passé Joe Joyce. Tu le passes à ta manière et après, tu vas sur Joe Joyce. Tu vois, si tu as 3 combats au lieu de seulement un seul avant d'arriver à Joe Joyce, moi, limite, tu vois, je préférais qu'il ait ces 3 combats-là, quitte à les enchaîner sur 1 an et demi. Tu vois, de mettre un peu en mode commando, faut qu'il enchaîne, parce qu'il a 2 grosses pauses quand même dans sa carrière, enfin 2 pauses d'1 an, quoi. Je préférais quasiment cette solution parce que je pense qu'il arrivera plus près pour Joe Joyce et qu'il aura plus de chances de faire ce qu'il a envie de faire avec Joe Joyce, c'est-à-dire d'en faire son pantin, quoi. Oui, mais alors C'est je suis ce d'accord. que j'en pense. Je suis tout à fait d'accord avec toi s'il enchaîne. Voilà, s'il enchaîne. Là, c'est vraiment, on en revient, on a dit depuis tout Point à de l'heure. suspension, on enchaîne. Voilà, c'est ça. Là, il n'y a plus de temps à perdre. Vraiment, là, il n'y a plus de temps à perdre. Effectivement, dans l'idéal. Ah ouais, moi, si tu me parles ouais, il enchaîne à la manière commando, je signe. Il n'y a pas de problème. Voilà. Mais il faut plus. Là, maintenant, il faut juste arrêter de parler et il faut y aller. Voilà, c'est tout. C'est ce qui est en train de se passer, parce que sa dernière phrase qu'a Tony Yoka, c'était sur les déclarations sur Messi, là où il avait un peu raconté des trucs un peu Ouais. bizarres, un peu lunaires. Mais derrière ça, bon, à part peut-être les problèmes de couple qu'il avait avec Estelle Mosley, etc., qui faisaient un peu l'actu people. Mais nous, en tant que fans de boxe, on s'y intéressait peu. Enfin, je veux dire, c'était pas à nous de juger, d'interpréter ou quoi au caisse. Ça, c'est de l'ordre privé, donc ça reste dans le privé. Tu vois, on n'a pas du tout à dire quoi que ce soit là-dessus. Ça s'est quand même calmé. Oui, Moi, je absolument. me souviens d'après Duopa avec le face-à-face avec Raphaël Tronchet où ça s'en envoyait plein la tête, etc. Ça, je le vois plus trop. Donc ça, c'est bien, tu vois. Absolument, absolument. Oh oui, ah ben Moi, écoute, je suis confiant. oui, oui, bah, puisse-t-il t'entendre? Moi, a priori, vu ce qui Tony, se tu passe nous depuis écoutes, hein. quelque temps, je serais également confiant. Après, rien ne remplaçant les actes. Voilà, j'attends de voir, tout en lui laissant le bénéfice du doute. Je suis d'accord, mais moi, voilà, j'y crois. Je crois en la maturité, en la maturité de boxeur, de combattant et d'être humain de Tony. Et je pense que là, il est au carrefour de quelque chose qui peut le faire passer en fait vers vraiment le shine et vers ses objectifs, ou alors vers. Enfin, faut pas qu'il rate le rendez-vous Takam, quoi. Ouais, Là, il a 2-3 rendez-vous qu'il faut absolument passer pour devenir le combattant qu'il veut être, quoi. Voilà, ça commence par le 15 janvier, tout simplement. 15 janvier, ça va être une sacrée à Bercy, joli cadre, hein, ça. On va essayer d'y aller, hein. Bah écoute,
On va essayer d'y aller. Écoute, ce serait. Parlons peu, parlons bien. Écoute, là, j'y avais pas pensé, mais maintenant que tu as semé la graine, c'est à voir. Moi, je vais poser mes jours. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour complet sur la question Tony Yoka versus Carlos Takam et sur Tony Yoka tout court. Ne surtout pas sous-estimer Carlos Takam sous peine de grosses déconvenues, mais Tony Yoka a les armes. Je pense que là, en une phrase, j'ai tout résumé, Lionel. On est d'accord? Absolument, voilà. Et alors toi, tu as dit que tu voyais Yoka donc avant la limite. Ouais. Moi, là, tu m'as presque. Moi, je pense, peut-être pas avant la limite, mais voilà, ce que je disais tout à l'heure, une victoire au point, assez, peut-être pas tranquille, c'est pas le terme, mais en tout cas, où on le voit asseoir une domination assez marquante. Voilà. Moi, je le vois gagner au R8, R9, tu vois. En fait, j'aimerais bien, pour en dire un dernier mot, j'aimerais bien que sur les 4-5 premiers rounds, il travaille, il fatigue, il ouvre une arcade, quelque chose comme ça. Encore une fois, je parle dans le scénario où je vois Tony Yoka gagner au R9. Mais j'aimerais bien qu'il le travaille, qu'il n'offre à Takam aucune solution, à part de se jeter à corps perdu comme il l'a fait contre Joe Joyce et comme il l'a fait parce qu'il a ce déficit de taille, donc parfois il est obligé d'aller chercher un overhand ou de se jeter un peu à corps perdu. J'aimerais en fait qu'il le travaille, qu'il jab, qu'il joue beaucoup avec son bras avant, qu'il se déplace bien. Et à partir de là, tu vois qu'en fait, dès que Carlos essaye de voir une porte, que Tony Yoka la ferme, tout simplement, tu vois, cette porte. Et que petit à petit, il ferme le champ des possibles et que vraiment, tu vois, à partir du R6, on a un Carlos Takam qui fatigue et un Tony Yoka qui reste avec son cardio et qui au 7, 8, 9 fait du travail de sap avec un peu plus de punch et qu'au R9, voilà, ça se règle comme ça. Écoute, c'est un scénario qui... Absolument. Oui, écoute, tu me l'as presque vendu. Hein. C'est pas de problème. Ouais, écoute, on en a fini donc, mon cher Lionel. On avait envie pour être totalement transparent avec vous, on avait envie de faire un point aussi passage sur les lourds. D'une manière générale, on pourra le faire dans un podcast précis. On l'a déjà fait, on va le refaire parce que c'est une discussion qui nous intéresse beaucoup. Mais je pense que là, à 42 minutes, on est bon, hein, oui. mon cher Lionel. Voilà. C'est exactement ce que je pensais. Voilà, là, on est déjà là. Je pense qu'on a vraiment fait le tour. Et à la limite, les lourds, ça demandera. C'est tellement riche, surtout en ce moment, ça demandera une discussion en soi. Ouais, carrément. Avec peut-être un invité, on verra bien, mais ça c'est dans un futur plus ou moins proche. Écoute, je te remercie, mon cher Lionel, pour la clarté de tes analyses encore une fois et pour la pertinence de celle-ci. Et puis, merci à moi de t'avoir servi les plats et d'avoir un peu débattu. C'est bien qu'on puisse parfois débattre sur ce noble art que l'on aime tant. Écoute, je te remercie encore une fois. Merci à vous qui nous avez écoutés. Surtout, si ça vous plaît, n'hésitez pas. Je vais faire mon truc promo là. N'hésitez pas, le petit pouce bleu, le petit abonnement, la petite bonne note sur les plateformes. Ça nous aide beaucoup et ça nous permet tout simplement d'être plus vus. Donc, si vous avez aimé, écoutez, n'hésitez pas à nous faire ce petit geste-là qui n'est pas grand-chose, mais qui pour nous est beaucoup. Merci à vous en tout cas. Merci encore à toi, Lionel. Et puis à très vite pour de nouvelles discussions autour de la boxe. Allez, ciao. Merci, salut. L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS.